L'histoire est connue, elle est même entrée dans la légende. En 1822, le Figeacois Jean-François Champollion perce le secret des hiéroglyphes. Ce spécialiste du copte, qui postulait que la langue des chrétiens de l'Égypte du XIXe siècle n'était jamais que la lointaine descendante de l'égyptien antique, et qui possédait également la fameuse pierre de Rosette, notant dans 3 langues un même texte issu du monde ptolémaïque, réussit ce que personne avant lui n'avait réussi à faire. Champollion est depuis devenu un mythe, avec son musée, ses statues, les rues et établissements scolaires à son nom. Eh bien, si maintenant je vous dis que nous sommes les contemporains d'une histoire étonnamment similaire. En son centre, un autre natif du Sud-Ouest qui porte également le prénom de François, François Dessay. Mais si la découverte exceptionnelle de cet archéologue n'est pas passée inaperçue dans les milieux avertis, ni son nom, ni ses recherches ne sont encore connus du grand public. Et c'est là clairement un tort, car non seulement il est le premier depuis des générations à percer les secrets d'une écriture antique, l'élamite linéaire, mais en plus de cela, ses travaux de recherche peuvent nous amener à re-questionner les débuts des temps historiques dans la très haute antiquité. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous rendre dans le sud de l'actuel Iran, à la découverte d'une civilisation longtemps méconnue, l'élam. Élamite. Même parmi les férus d'histoire, il est sans doute peu de monde capable d'élaborer plus de quelques phrases autour de cette civilisation. Pourtant, qui visite le département des antiquités orientales du Louvre ne cesse de les rencontrer malgré lui. En effet, c'est en terre élamite que l'on a trouvé ceci, ou encore ceci, des trésors mésopotamiens. Ce ne sont certes pas les Élamites qui ont produit ces chefs-d'œuvre, mais ce sont eux qui, à l'issue de campagnes victorieuses en territoire mésopotamien, les ont ramenés dans leur ville de Suse, où des archéologues français les ont trouvés au début du XXe siècle. Et cela plante assez bien le décor. Pour les spécialistes du Moyen-Orient ancien, ce qu'on appelle les assyriologues, les Élamites, c'est surtout ce peuple antagoniste des confins, tour à tour menaçant ou menacé selon les périodes. Leur histoire est surtout narrée par des textes issus du monde sumérien, akkadien, babylonien. À la manière des Gaulois, qui nous sont surtout connus par le truchement des Romains, les Élamites nous échappent en grande partie dans leur histoire politique. Tentons tout de même quelques éléments de présentation. La civilisation élamite est la première que l'on rencontre sur l'actuel territoire de l'Iran. Elle occupe une bande d'à peu près 1000 km du nord au sud, dans la partie méridionale de ce territoire. De très forts contrastes se repèrent dans le monde élamite. À l'ouest, autour de la cité de Suse, on se trouve dans la partie des confins de la plaine mésopotamienne, à l'est du croissant fertile. Puis, à mesure que l'on monte vers le plateau iranien, le reste du monde élamite est davantage accidenté, beaucoup plus aride, se prêtant dans bien des cas plus au pastoralisme qu'à l'agriculture traditionnelle. De fait, il faut s'imaginer une population mixte qui n'est pas à 100% sédentarisée. D'ailleurs, c'est la même chose en Mésopotamie. Nous avons probablement des populations sédentaires ou semi-sédentaires autour d'un certain nombre de sites, comme Suse à l'ouest ou Ansan à l'est, mais il faut imaginer des populations sans doute beaucoup plus mobiles au centre de cet ensemble. Il faut imaginer un monde qui a probablement été fragmenté sur une large partie de son histoire, mais à plusieurs reprises, on peut véritablement parler d'un royaume élamite plus centralisé, avec des éléments communs quoi qu'il arrive, au niveau culturel, au niveau de la langue bien sûr, ou encore au niveau du panthéon. On a plusieurs divinités qui dominent, comme Inshushinak, la divinité tutélaire de Suse, ou Napirecha, la divinité tutélaire d'Anzan. Alors évidemment, au cours de sa longue histoire, cette civilisation connaît des moments d'essor et des moments de repli qui seraient fastidieux de lister ici, mais on pourra retenir 2 moments forts, notamment à la fin du 3e millénaire de notre ère, où, s'associant à d'autres, les Élamites font partie de ceux qui donnent le coup de grâce au puissant empire d'Ur, qui était un des éléments les plus avancés de la civilisation mésopotamienne. Plus tard, à la fin cette fois-ci du 2e millénaire, une dynastie élamite fait beaucoup parler d'elle, on parle des Choutkoukides,
qui vont eux aussi amener les lames à un moment de puissance maximale. Au cours du premier millénaire avant notre ère, les Élamites sont intégrés à l'Empire perse, puis ce monde s'acculture peu à peu aux Perses dans un premier temps, puis aux Grecs, aux Sassanides et à d'autres maîtres plus tard, tant et si bien que les dernières attestations d'une langue qui semble se rapprocher de l'élamite sont notées aux environs de l'an 1000 de notre ère. Alors cette civilisation est certes méconnue, mais la langue élamite aura semble-t-il vécu pendant plus de 4000 ans. Parlons un peu d'écriture. Les Élamites ont produit des écrits à deux phases distinctes de leur histoire. Dans une période ancienne, dans un premier temps, nous y reviendrons, c'est ce qu'on appelle le proto-élamite, et dans une phase nettement plus récente, ce que l'on appelle l'élamite linéaire, entre les années 2300 et 1900 avant notre ère. Et c'est sur cette élamite linéaire que porte le déchiffrement contemporain. Sur le papier, s'attaquer à l'élamite linéaire, c'est comme gravir un sommet himalayen par la face nord sans oxygène. Évidemment, il y a déjà la problématique de travailler sur l'Iran qui, lorsque l'on a un passeport français, vous expose potentiellement à un certain nombre de risques. Mais cela n'est pas propre à cette discipline. Par ailleurs, les problèmes techniques sont légion. Le premier d'entre eux est que l'élamite est une langue qui constitue un isolat linguistique, un peu comme le basque. Autrement dit, ne comptons pas sur des référents dans d'autres langues pour permettre de faciliter le déchiffrement. Autre problématique, l'élamite linéaire est un système linguistique qui opère par traits, points et formes géométriques. Il n'y a rien qui soit figuratif, donc impossible d'associer une idée ou un objet à une manière d'écrire. Enfin, last but not least, l'élamite linéaire, jusqu'à l'orée des années 2000, c'est seulement une vingtaine de textes. Autrement dit, un nombre ridicule d'éléments de documentation. Ce qui explique, de l'aveu même de François Dessay, que ses prédécesseurs se soient cassés les dents sur le déchiffrement de cette écriture. Parlons un instant de ce François Dessay, justement. C'est un archéologue français né au début des années 1980 qui est diplômé en archéologie de l'Asie orientale à la Sorbonne. Recruté par le CNRS, il a, dans les années 2010, vécu en Iran et travaille désormais à cheval entre Lyon et Liège pour ses activités de chercheur. Il n'a que 24 ans lorsqu'en 2006, il décide, en parallèle de ses activités, d'essayer de déchiffrer l'élamite linéaire. On pourrait se dire que s'emparer d'un tel dossier dans les années 2000 est tout de même plus confortable que ce qu'ont fait les déchiffreurs du 19e siècle. Mais ici, c'est en grande partie faux. François Dessay travaille seul, sans connexion avec d'autres chercheurs, lui et son ordinateur, pendant 11 ans, à accumuler les essais et les échecs. Quand on parle d'un cold case, on parle vraiment d'un cold case. De la même manière qu'il avait fallu à Champollion une pierre de Rosette pour accélérer son travail, il faudra à François Dessay un coup de pouce sous la forme de nouveaux éléments de documentation. Dans les années 2000, une collection londonienne privée émerge sous la forme d'une publication. Elle fait voir des vases dits kunanki, des vases rituels élamites, qui comportent pour certains des inscriptions en élamite linéaire. Seul problème, dans le relevé de ces vases, les photos ne font pas le tour des inscriptions, de sorte qu'elles sont incomplètes. Il faudra attendre 2015 pour que François Dessay puisse enfin consulter ces vases et faire un relevé complet de ces inscriptions. Cette fois, sa documentation est beaucoup plus consistante. Autre élément favorable, ces vases ont été disposés génération après génération comme élément de dévotion dans le temple principal de la divinité tutélaire de la ville d'Ansan. Ce qui signifie que nous avons des inscriptions qui se ressemblent, qui sont issues de plusieurs rois successifs. Et enfin, dernier élément extrêmement prometteur, si une partie de ces inscriptions sont en élamite linéaire, une autre partie des inscriptions sont en cunéiforme, puisque à mesure de l'avancée vers les années 2000 avant notre ère,
l'élamite linéaire cède peu à peu la place au cunéiforme pour noter la langue élamite. Et c'est ainsi que l'on peut imaginer que les formules que l'on comprend en cunéiforme ne sont pas très éloignées de celles que l'on ne peut pas lire en élamite linéaire. Et puis vient le Eureka en 2017. Parmi les souverains élamites qui ont déposé leur dévotion dans le temple de la divinité tutélaire, il en est un, Shilrara, qui a 2 fois dans son nom le même son, la même syllabe. François de Sées parvient à isoler la séquence qui ne peut noter que ce nom-là. À partir de ça, il va pouvoir reporter ce premier son qui est identifié dans les différents textes élamites linéaires. Et par ailleurs, rapidement, on peut identifier d'autres éléments, notamment par recoupement avec ce que l'on voit dans les vases en cunéiforme, notamment le dieu Napirisha, dont on parvient là aussi à identifier les sonorités et à les reporter ailleurs. C'est donc un jeu comme une sorte de puzzle que l'on complète petit à petit, où chaque son amène progressivement la compréhension d'autres éléments du texte. Finalement, après un long travail et des années de labeur, 11 ans de labeur, François de Sées est parvenu à lire 95% des signes de l'élamite linéaire. Sa découverte est annoncée à la fin des années 2010 et elle est confortée par des publications au cours des années 2020. Dans un monde de la connaissance où le déchiffrement des langues anciennes se fait de manière collective et progressive, comme c'est le cas pour la langue étrusque ou les glyphes mayas qui sont en cours d'investigation, le craquement, si je puis dire, d'une langue ancienne en un seul coup n'était plus survenu depuis 1952 et le déchiffrement du linéaire B mycénien. C'est donc peu de dire que cette découverte fait sensation dans les milieux autorisés. Et pour les linguistes, les considérations sont notables, car il ressort du travail de François de Sées que l'écriture élamite linéaire est la première écriture 100% phonétique, alors que l'on pensait que cela était réservé à des écritures bien plus proches du présent. Une langue rationalisée de 72 signes seulement pour noter la totalité d'un univers culturel. Bon, quand on est un archéologue passionné et qu'on a fait une telle découverte, on peut mourir tranquille, comme dirait le philosophe. Mais il y a une saison 2 aux travaux de François de Sées. Et celle-ci consiste, comme autrefois pour le cunéiforme, à remonter des phases les plus récentes vers les phases les plus anciennes des pratiques d'écriture. Ce qui l'amène à questionner les débuts de l'histoire, et vous allez voir, à re-questionner les débuts de l'histoire tels qu'on les considère généralement. Un petit conseil, si dans la vie vous voulez des collègues de bureau avec qui faire des blagues entre initiés, ne choisissez pas de vous spécialiser dans le proto-élamite. Autant que je puisse le savoir, mais malgré le fait qu'il travaille en coordination avec une équipe de spécialistes des langues anciennes, il n'y a que François de Sées et son collègue Jacob Dahl de l'université d'Oxford qui sont en mesure de véritablement débattre sur ce sujet. Cela a comme conséquence que lorsque le chercheur énonce des idées audacieuses, il n'est pas grand monde pour ne serait-ce que lui répondre. Et donc, dans ce qui va suivre, je vais vous présenter ces hypothèses de recherche, sans être moi-même évidemment en mesure de les commenter. Il y a une chose qui chagrine le chercheur, et cela se comprend, c'est qu'en règle générale, lorsque l'on parle des premières écritures, il en est une qui est oubliée, qui est précisément l'écriture proto-élamite. Prenons 2 cartes de manuel de 6e, moment où l'on étudie ces éléments-là dans le cycle secondaire, pour constater qu'en effet, nulle trace de la présence des élamites dès lors qu'il est question des premiers éléments d'écriture. Or, compte tenu du fait que l'on considère que l'entrée dans l'histoire est précisément liée à la maîtrise du savoir écrit, on comprendra que nous ne sommes pas exactement ici dans une anecdote. Alors bien sûr, lorsqu'on identifie l'Égypte et ses hiéroglyphes et le cunéiforme mésopotamien comme système d'écriture pionnier, rien d'inexact. Rien d'inexact, mais un oubli.
le proto-élamite. C'est pourtant à Suse, au début du XXe siècle, que l'on trouve les premières tablettes très anciennes, et ce sont des tablettes proto-élamites. Une génération plus tard, à Uruk, des fouilles allemandes font émerger des tablettes dites proto-cunéiformes. Pourquoi vont-elles prendre le pas sur les tablettes élamites? Eh bien, parce qu'elles sont en abondance, parce que le site d'Uruk est absolument démesuré. On parle de 250 hectares, alors que Suse ne fait que 15 hectares. Donc on postule que l'influence urukéenne a été majeure dans la région, et notamment à Suse, ville, il est vrai, très cosmopolite. Enfin, on identifie quelques éléments de proximité entre les tablettes proto-cunéiformes d'un côté et les tablettes proto-élamites de l'autre. La plupart des spécialistes en déduisent donc que l'écriture proto-élamite est fille de l'écriture proto-cunéiforme. Et si de filiation il n'y avait pas, mais plutôt un cousinage? Voilà ce que pense François de Sées. Il constate qu'aucune tablette proto-élamite et proto-cunéiforme n'ont été trouvées sur le même site. Il ajoute que la documentation est abondante pour le proto-élamite. Plus de 1600 tablettes ont émergé, et sur une aire géographique véritablement immense, bien plus grande que l'écriture proto-cunéiforme. On retrouve en effet des tablettes depuis la plaine mésopotamienne à l'ouest, jusqu'aux frontières avec l'Afghanistan à l'est. Enfin, sur les proximités avec l'écriture proto-cunéiforme, il ne les nie absolument pas, mais lui qui a déchiffré l'écriture élamite linéaire voit également de très nombreuses proximités avec cette élamite linéaire postérieure. François de Sées voit donc dans le proto-élamite une phase initiale de l'écriture élamite qui sera ensuite dérivée en écriture élamite linéaire, malgré un blanc de plusieurs siècles où nous n'avons aucun document. Surtout, il établit un cousinage entre le proto-cunéiforme et le proto-élamite, sur la base d'une filiation non pas entre elles, mais vis-à-vis des tablettes numérales, qui sont le premier système de comptabilité qui est attesté dans une large part du Moyen-Orient à partir des années 3500. Et attendez, la chute est plus remarquable encore. Impossible de dater la plupart des tablettes trouvées à Suse. Le site a été fouillé il y a 120 ans, avec des techniques qui ne sont plus celles de l'archéologie moderne, et en l'absence de capacité à dater au carbone 14. Mais sur d'autres sites, comme Talemalian, à l'est de l'Iran, qui était un site plus grand et qui a été fouillé selon des méthodes plus contemporaines, on a également trouvé des tablettes, mais cette fois dans leur contexte. Ce qui fait qu'il est possible de fournir des éléments de datation. Or, il semblerait que les plus anciennes de ces tablettes remontent aux années 3300. Elles sont donc les exactes contemporaines des tablettes cunéiformes. En somme, on peut considérer sans se tromper que l'écriture proto-élamite est, avec l'écriture mésopotamienne prouvée à Uruk et les premiers hiéroglyphes égyptiens, la première écriture du monde. Autrefois, le livre que voici a connu un succès retentissant. Peut-être serait-il temps de lui offrir une avancée avec un titre de type « L'histoire commence aussi en Élam ». François de Sées avance pas à pas sur le proto-élamite, système qui mêle des pictogrammes et des syllabes. Mais il ne faut pas s'attendre à des informations révolutionnaires quand bien même ce texte serait intégralement lu. En effet, dans les tablettes de l'époque, il s'agit de documents de comptabilité issus de bureaux qui recensent des céréales, des animaux, de la main-d'œuvre, des parcelles, à des visées de taxation ou de redistribution des ressources qui sont propres au premier système étatique de l'humanité. Ces limites énoncées, les apports des près de 20 ans de recherche de François de Sées sont spectaculaires. Il aura donné vie à des mots que plus personne n'avait lus ou entendus depuis très longtemps. Il aura également livré aux Iraniens les codes du premier système d'écriture composé sur leur sol. Il aura aussi re-questionné la carte de représentation des premières écritures du monde. Enfin, espérons qu'il aura donné un nouvel espoir, peut-être un nouvel élan à ces chercheurs qui, isolés sans doute, essayent de déchiffrer des systèmes anciens qui demeurent totalement illisibles à ce jour, comme le linéaire A en Crète ou encore l'écriture de l'Indus de la fascinante civilisation arapéenne.
Napiresha zemt shilrakri, O Palaishan lipar Napireshaki, Likawe Reshaki, Menikratamtik, Lanishari. Napiresha nu kerewata, nu utenti, Shutme Shatme, Mocht Hitekpi, O Hapo Alekle, Kitin Zemin Nun Kerena Helle. Ô Napiresha, puissant Seigneur, moi, Palaïsan, le serviteur de Napiresha, le grand Likawe, celui qui a la couronne du Khatamti, j'ai fait faire ce vase en argent. Napiresha, par dévotion, je te l'ai donné. Car c'est toi qui me guides. Nuit et jour, puissent les sacrifices pour l'armée être réalisés par moi. Par ma dévotion, puis-je obtenir de toi une grâce perpétuelle.